Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je suis Mohamed Aïssaïn, je suis enseignant des sciences de la vie et de la terre, toujours en relation avec les cours vidéo à distance et les séances d'appui et de soutien encadrées par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation de la région de l'Oriental. Je vais vous présenter dans cette vidéo une séance d'appui et de soutien en SVT destinée aux élèves du deuxième année bac, filière Sciences Maths A, et ça concerne l'unité 2 du programme scolaire, la variation et la génétique de population, et plus précisément le chapitre 1, études quantitatives de la variation, autrement dire la biométrie. Bien entendu, dans une première partie, je vais vous proposer un petit rappel des connaissances principales. Bien sûr, en relation ou bien à la différence de la génétique mendélienne. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord la génétique mendélienne? Alors, la génétique mendélienne s'intéresse à l'étude des caractères qualitatifs. Ça veut dire, comme exemple, la couleur, la forme et tout ça. Et ce sont bien sûr des caractères dont la transmission, ils sont tout d'abord plus ou moins faciles à distinguer et ils sont soumis aux lois de Mendel. Ils sont bien sûr contrôlés par des gènes qui peuvent prendre plusieurs formes qu'on les appelle des allèles. Qu'est-ce que c'est que la biométrie? C'est quelque chose de différent. C'est l'étude tout d'abord des caractères quantitatifs. C'est-à-dire quoi? Ce sont des caractères qui ne sont pas soumis aux lois de Mendel et qui sont des caractères mesurables. Ils prennent des quantités en kilogrammes, en mètres ou bien en litres, donc qui peuvent prendre différentes valeurs. Et c'est pas comme le premier cas que le caractère est qualitatif, il y a plusieurs phénotypes qu'on peut les voir, qu'on peut les distinguer. Pour la biométrie, les caractères quantitatifs, le caractère dans ce cas, il est sous forme de valeur. C'est la raison pour laquelle que ce caractère, qu'on va l'appeler un variable x. Ok? Alors, bien entendu, la variation ou bien les variables, il y en a deux types. Le premier type, ce sont des caractères quantitatifs à variation discontinue, c'est-à-dire que les valeurs du variable prennent un nombre fini, c'est-à-dire un nombre exact, fini. On n'a pas plusieurs nombres, ou bien le caractère prend un certain nombre qui est bien connu. L'exemple du nombre des graines dans une gousse par exemple, si on ouvre une gousse, on va trouver un nombre fini de graines, 5, 4, 6. Le nombre des œufs qui vont être pondus par un volaille, par exemple, un poulet. Le nombre des nouveau-nés par un être vivant. Tout ça, ce sont des caractères à variation discontinue. Un deuxième exemple, cependant, quelques caractères quantitatifs prennent toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire il n'y a pas un nombre fini. Comme la glycémie, c'est-à-dire la concentration du sang du glucose dans le sang. 1 gramme, 1,1, 1,12, 1,13, 1,21, c'est-à-dire il y a toutes les valeurs possibles. La taille aussi, 1m60, 1m66, 1m64, donc il y a un nombre très grand. Le poids aussi et tout ça. On parle de la variation continue. C'est la raison pour laquelle que ces valeurs sont répertoriées ou bien classées dans des classes, dont l'intervalle est constant. Par exemple, on a le classe 0,10, 10, 20, 20, 30 et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'intervalle de chaque de ces classes, il est constant. Voilà. Maintenant, on va passer à autre chose. Comment se fait l'étude de la biométrie? Alors, dans un premier temps, vous avez fait ou bien réalisé ce qu'on appelle l'histogramme et le polygone de fréquence. Ça représente la distribution des effectifs en fonction des valeurs du variable. C'est-à-dire dans l'axe des ordonnées, on met les effectifs. Sur l'axe des abscisses, on met les valeurs du variable. Alors, vous avez trouvé deux cas. Dans un premier cas, par exemple, regardez. Alors, je répète, les effectifs, qu'on les nomme aussi fréquences. Les effectifs en fonction du variable, les valeurs du variable. Alors, on utilise tout d'abord l'histogramme sous forme de rectangles. Et bien entendu, dans ces rectangles, on va tracer ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Par exemple, dans ce cas, vous avez dit qu'on obtient un polygone unimodal, c'est-à-dire qu'il a un seul pic. Et bien sûr, un seul pic, ça prouve que la population étudiée, elle est homogène. Mais dans un deuxième cas,
vous avez trouvé par exemple deux modes, ou bien trois, ou bien plurimodales d'une façon générale. Et lorsque vous trouvez une distribution ou bien un polygone de fréquence plurimodale, vous dites que la population elle est hétérogène. Dans un deuxième temps, vous avez passé au calcul de quelques paramètres de distribution de fréquences et des caractères génétiques quantitatifs. Il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les paramètres de position, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les valeurs du variable se positionnent autour de quelle valeur? Alors, pour savoir les paramètres de position, vous avez quelques exemples. Le premier exemple, c'est le mode. Bien entendu, le mode, on peut le déduire à partir du polygone de fréquence. C'est quoi le mode? C'est la valeur du variable dans laquelle on observe le plus grand nombre d'effectifs. Par exemple, ici, le plus grand nombre d'effectifs, c'est 18. Elle est observée pour quelle valeur du variable? C'est 9,8. Et on va dire que m est égal à 9,8, c'est le mode. Le deuxième exemple que vous avez vu, c'était la moyenne arithmétique. Alors, en réalité, la moyenne arithmétique, c'est le mode en quelque sorte. Sauf que le mode, c'est géométriquement, on va le déduire à partir de la forme. Mais la moyenne arithmétique, c'est quelque chose calculé. Comment on l'a calculé? C'est la somme de n et xi, c'est-à-dire la valeur du variable multipliée par l'effectif observé pour cette valeur, et on fait la somme, et on va diviser bien sûr sur le nombre total de tous les effectifs. Alors des fois on fait NIXI ou bien FIXI, c'est-à-dire les effectifs sont appelés fréquences, c'est la même chose. Alors en plus des paramètres de position, vous avez ce qu'on appelle aussi les paramètres de dispersion. Qu'est-ce que ça veut dire les paramètres de dispersion? C'est-à-dire comment les valeurs sont dispersées autour de la moyenne. Est-ce que les valeurs sont très proches de la moyenne ou bien elles sont très dispersées? Alors pour ce faire, vous aviez recours au calcul de la variance. C'est quoi la variance? La même chose, c'est l'ensemble de xi moins x bar, c'est-à-dire qu'on fait la différence. Regardez, c'est la dispersion, c'est-à-dire la valeur xi, c'est-à-dire la valeur du variable, elle est dispersée comment? Autour de la moyenne. Vous faites xi moins x bar au carré multiplié par ni, c'est l'effectif pour le variable étudié, et bien sûr on divise le tout sur le nombre total des effectifs. Et pour conclure, vous avez vu aussi l'écart type sigma. C'est quoi l'écart type? Ce n'est que la variance et on fait la racine carrée. C'est la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de sigma ni qui multiplie xi moins x bar au carré qui divise grand R. Alors on passe. Alors toujours en relation avec l'écart type, qui est un paramètre de dispersion très important. Alors l'écart type mesure la dispersion des valeurs du variable autour de la moyenne. Voilà la règle. Plus il est grand, c'est-à-dire plus que l'écart type est grand, plus les valeurs sont dispersées et plus l'homogénéité de la population diminue. Autrement dit, si les valeurs sont très dispersées autour de la moyenne, c'est un indice que la population elle est plus ou moins hétérogène, c'est-à-dire l'homogénéité, ça va diminuer. C'est bon? Alors, ça d'une part. D'autre part, vous utilisez l'écart type pour déduire ce qu'on appelle les intervalles de confiance. C'est quoi l'intervalle de confiance? C'est l'ensemble d'effectifs qui se localisent dans l'intervalle x bar moins écart type, bien moins sigma, x bar plus sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle? De ce fait, on détermine ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Donc, pour une population homogène, c'est-à-dire pour que la population soit homogène, dans l'intervalle x bar moins sigma, x bar plus sigma, on doit trouver les 2 tiers, c'est-à-dire 68% des individus de la population. C'est-à-dire dans cet intervalle, on est obligé, pour que la population bien sûr soit homogène, on est obligé de trouver, bien de calculer, les 2 tiers, ou bien de localiser les 2 tiers de la population. Il y a un autre intervalle qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est faisable. Dans l'intervalle x bar moins 2 sigma, x bar plus 2 sigma, pour que la population soit homogène, on doit trouver 95,4 des individus de la population. Dans un troisième cas, vous avez étudié ce qu'on appelle la technique de la sélection artificielle, à partir de laquelle on peut déduire une notion de la race pure. Et bien sûr, la sélection artificielle, elle a été
C'est une technique qui a été proposée par Wilhelm Johannsen. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Alors, on va tout d'abord faire le lien. Alors, X bar, la moyenne, et sigma, c'est-à-dire l'écart type, ils permettent aux biologistes, c'est-à-dire l'application de ces études statistiques dans la biologie. Ils permettent aux agronomes, pardon, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs de, je ne sais pas, des volailles ou bien des bétails, d'analyser la variation, c'est-à-dire de savoir comment le caractère il varie. C'est-à-dire comment se fait la distribution, les valeurs du variable. Ces paramètres complétés par la technique de la sélection artificielle, c'est-à-dire on va faire une nouvelle technique qui s'appelle la sélection artificielle, qui va nous aider à savoir ou bien à avoir une vue claire sur la distribution des variables, permettant de vérifier l'homogénéité de population, c'est-à-dire ça va nous aider à trancher l'homogénéité de la population. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Dans un premier temps, Johannsen réalisa une étude biométrique sur le poids des graines de haricots, une étude menée sur une population P de 1337 graines. Il trouva la distribution suivante. Regardez, à partir du tableau, on va déduire tout d'abord que c'est une variation continue. Pourquoi? Parce que le variable il prend toutes les valeurs possibles. C'est la raison pour laquelle on a réalisé ce qu'on appelle des intervalles. Et regardez, les effectifs, ils sont très variables. Et à partir du tableau, on va déduire que le mode il est égal à, il se trouve dans cet intervalle. Et pour déduire le mode, on prend toujours la moyenne de la classe. La moyenne de la classe, dans ce cas, c'est 48. On va dire que le mode est égal à 48. Pourquoi? Parce que dans cet intervalle, on a trouvé l'effectif le plus grand, 293. C'est bon? Alors, à partir d'un premier vu, regardez, d'un premier vu, on va déduire que dans un premier temps, on va dire que la population, elle est homogène. Pourquoi? Parce qu'elle est unimodale. Elle a un seul mode ici. On va vérifier est-ce que c'est le cas. Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur ensuite? Johannsen ensuite, il a regroupé les graines légères d'un côté, c'est-à-dire à partir du tableau que je vous ai montré tout à l'heure, il va faire un tri. Il va trier les graines légères d'un côté et les graines lourdes de l'autre côté. Puis, il cultiva séparément ces deux sous-populations, P1 et P2, c'est-à-dire il a laissé les graines lourdes se féconder entre eux et les graines légères se féconder entre eux aussi. Lui, il s'attendait à quoi? Il s'attendait que les graines légères, après leur germination, ils vont donner que des graines légères. Et la même chose, les graines lourdes ne donnent que les graines lourdes. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé ça. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une première distribution de la génération P1. C'était quoi la population P1? C'était les graines légères. Regardez, les graines légères, ils nous donnent les graines légères et les graines lourdes aussi. Regardez la distribution. La même chose, on va déduire que le mode est égal à, on va prendre la moyenne de cette classe, c'est 37,5. OK? Et la population P2, regardez, la même chose. Normalement, la population P2, c'était les graines lourdes, mais on a trouvé toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire dans cette distribution, on a les graines légères et les graines lourdes. Et regardez, le mode est égal à 68 parce que c'est là qu'on a trouvé l'effectif le plus grand. Alors, qu'est-ce qu'on va déduire? À partir de la population P1, on a fait une sélection, on a fait un tri, on a trié les graines lourdes d'un côté et les graines légères de l'autre côté, et chaque population, il nous a donné une distribution totalement différente de l'autre. Regardez, si vous comparez celle-là avec celle-là, et totalement différente avec la génération P, ou bien la population P d'origine. Qu'est-ce qu'on va déduire? Alors, on récapitule les travaux de Johannsen. Alors, dans un premier temps, il a fait la distribution de la génération P, et on a dit que, je suis en train de récapituler, le mode est égal à 48,5, pardon, c'est pas 48, oui c'est 48, je m'excuse, c'est 48. Il a fait une sélection, c'est-à-dire il a pris les graines légères d'un côté, et il a pris aussi les graines lourdes de l'autre côté, et il les a cultivées séparément. Pour les graines légères, c'est-à-dire la génération P1, il nous a donné la distribution suivante, dont le mode, j'ai dit, est égal à 37,5. Et pour les graines lourdes, c'est-à-dire la population P2, il a trouvé la distribution suivante. Le mode est égal, je répète, à 68. Pardon.
Voilà, c'est 68. Qu'est-ce qu'on va déduire? Ou bien qu'est-ce qu'il a dit Johansen? Il a dit qu'à partir de la génération P, on a tiré deux surpopulations dont chacune est totalement différente de l'autre, chacune a son propre mode, et il a dit que je déduis que la population P n'est pas une race pure. Pourquoi? Parce qu'elle-même, il contient deux races, une race P1 et une race P. Donc cette génération n'est pas pure. Ce qui reflète en quelque sorte son hétérogénéité. Elle est hétérogène. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit que la sélection au sein de cette population était efficace. Pourquoi il a dit efficace? Parce qu'à partir de cette population, j'ai pu tirer deux subpopulations. L'une est totalement différente de l'autre. On obtient pour chaque distribution de fréquence un nouveau mode totalement différent de celui de la population initiale P. On en déduit que cette dernière n'est plus homogène. C'est-à-dire que malgré la courbe était unimodale, la technique de la sélection nous a permis de déduire que, pas forcément que la courbe est unimodale pour dire que la population est homogène. Il faut pratiquer cette technique de sélection artificielle pour trancher. Puisqu'elle a donné, après la sélection, deux populations P1 et P2 différentes. Chacune d'elles constitue une race, c'est-à-dire que la race initiale, c'était une race non pure, hybride en quelque sorte. On dit que la population P n'est pas de race pure. En effet, la sélection au sein d'une race pure, ou bien d'une race P, pardon, permet d'obtenir deux races P1 et P2. C'est-à-dire, puisque la génération P soumise à une sélection artificielle contient deux races P1 et P2, c'est la raison pour laquelle on dit que la sélection était efficace. Autrement dit, comment peut-on définir la race pure? Tout d'abord, une race pure, c'est un ensemble d'individus ou bien population de même phénotype, c'est-à-dire qu'ils ont tous les mêmes phénotypes, soit dans notre exemple, des graines légères ou bien des graines lourdes. Ils ont le même phénotype. La sélection au sein de cette population est inefficace. Voilà, puisque la population P n'était pas de race pure, la sélection était efficace. Maintenant, si la population est de race pure, il faut que la sélection sera inefficace. Puisqu'on obtient chez la descendance, après chaque croisement, la même distribution des fréquences caractérisée par un mode constant. C'est-à-dire c'est la différence de ce qu'on a observé. Si on fait le contraire, si on imagine que la population P1 était homogène, malgré qu'on va faire la sélection artificielle, on doit trouver une distribution intégralement identique à la distribution de la population initiale. Mais ce n'était pas le cas dans notre exemple. On continue, la même distribution de fréquences caractérisée par un mode constant. Alors il faut que après chaque croisement, après chaque sélection, il faut que le mode soit constant pour déduire que la population est de race pure. Ce qui traduit son homogénéité. Voilà. Il a qu'un de race pure, c'est un indice de son homogénéité. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous proposer la correction d'un exercice. On va discuter aussi la méthodologie de cette correction, quelques consignes, quelques mesures à prendre et tout ça. D'un examen national, voilà, modèle de l'exercice que je vais vous proposer, c'est le modèle de l'exercice numéro 3 de la deuxième partie, qui a été proposé durant la session de juin 2016, bien sûr, la filière de Sciences Maths A. C'est celui-là, mais bien sûr, avant de commencer l'exercice, je vous propose et je vous recommande vivement de lire l'intégralité de l'exercice. Vous pouvez le télécharger à partir d'Internet. Je vous propose aussi de le lire, je dis, intégralement. Essayez aussi de résoudre vous-même des questions pour que vous puissiez vers la fin comparer vos réponses avec les réponses que je vais proposer dans cette vidéo. Alors on commence. Afin de favoriser l'amélioration de la longueur du tube de la corolle, on va voir la corolle, qu'est-ce que c'est que dans une figure. Chez Longiflora, c'est une plante angiosperme, on a recours à la technique de la sélection artificielle qui consiste à isoler les individus caractérisés par des tubes de corolle longue, qui ont le même phénotype. Parce que la corolle longue, c'est la plus demandée dans le marché.
et les soumettre à des croisements aléatoires entre eux. C'est-à-dire on va laisser croiser les plantes qui ont des tubes de corolle longs s'entrecroiser entre eux pour vérifier est-ce que c'est une race pure ou non, comme on a discuté tout à l'heure. Pour mettre en évidence l'efficacité de cette sélection, on propose l'étude des données suivantes. Alors, la première donnée, l'étude statistique de la distribution de la longueur du tube de la corolle dans la population mère P1 de Longiflora a permis d'établir l'établissement de l'histogramme de fréquence, du polygone de fréquence et le calcul des paramètres statistiques, moyenne arithmétique et écart type, voire document ci-dessous. Première question, en exploitant le document ci-dessous, déterminer le type de variation étudiée, c'est-à-dire est-ce que c'est une variation continue ou bien discontinue. Décrivez la distribution de la fréquence dans cette population. Qu'en déduisez-vous? Alors, bien entendu, la première consigne, c'est-à-dire la question 1A, elle vous demande de déterminer le type de la variation. Alors, quelques critères de réussite pour une bonne réponse. Il faut bien sûr s'exprimer à partir du document donné, c'est-à-dire répondre à partir du document. Il faut justifier votre choix concernant le type de la variation. Ce n'est pas suffisant de dire que c'est une variation continue, point à la ligne. Il faut justifier. Et bien sûr, il faut utiliser une expression convenable. Alors, comme vous pouvez le remarquer, le variable étudié, c'est la longueur du tube de corolle en millimètres. Ce variable, il peut prendre toutes les valeurs possibles, puisque ces valeurs sont multiples. C'est la raison pour laquelle on va dire que c'est une variation continue. Alors, vous réussirez si vous arrivez à dire qu'il s'agit d'une variation continue, puisque le variable étudié, c'est-à-dire la longueur du tube de la corolle, peut prendre toutes les valeurs possibles. On continue. Dans la question B, il vous demande de décrire la distribution de la fréquence dans cette population et déduire. Bien sûr, il faut s'exprimer toujours à partir du document demandé en donnant les caractéristiques statistiques de la population. Voici, bien sûr, là-bas, vous avez trop de caractéristiques statistiques. On va essayer juste de les exploiter. La première, ce sont le nombre de modes. On remarque que la distribution nous a donné un polygone de fréquence qui est bimodal. Le premier mode, c'est 64. Le deuxième mode, c'est 70. Donc, ce qui traduit son hétérogénéité. C'est hétérogène. La deuxième caractéristique, c'est l'écart type. Regardez, l'écart type est égal à 7. C'est-à-dire que quoi? C'est très grand. C'est-à-dire que les valeurs sont trop dispersées autour de la moyenne. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart entre la moyenne et les valeurs. Ce sont tous des indices qui traduisent l'hétérogénéité de notre population. OK? Alors, je vous propose l'élément de réponse suivant. Alors, vous réussirez si vous arrivez à dire le polygone de fréquence montre deux modes. Le premier mode à 64 mm, le deuxième mode à 70. Un grand écart entre les valeurs de la longueur du tube, de la corolle et la moyenne arithmétique. Pourquoi? Parce que regardez, l'écart type, il est très grand. C'est-à-dire que la dispersion des valeurs, elle est très grande. On déduit donc que la population étudiée est donc hétérogène, parce que la question était déduire. C'est-à-dire à partir de ces caractéristiques statistiques, on déduit que la population est hétérogène. On continue. On passe maintenant à la deuxième donnée. Les individus caractérisés par des tubes de corolle dont la longueur est égale ou supérieure à 79 mètres, c'est-à-dire les plantes qui ont une corolle plus longue, sont isolés et croisés entre eux au hasard, c'est-à-dire qu'on a fait la sélection. On a obtenu de ces croisements une population phi P2. Le tableau ci-dessous représente la distribution des fréquences de la longueur du tube de corolle chez la population P2. Imaginez que cette population P2 a la même distribution en comparaison avec P1. On va déduire que la sélection était inefficace parce qu'on a obtenu la même distribution. Donc, on va déduire que P1 elle est homogène. Mais on va voir que ce n'était pas le cas. Regardez, la génération P2, c'est la génération phi, en quelque sorte. Il se caractérise par la distribution suivante. Qu'est-ce qu'il vous demande dans la deuxième question? Calculer la moyenne arithmétique et l'écart type de cette distribution. Utilisez un tableau d'application pour calculer ces paramètres. Voilà, il vous donne comment calculer l'écart type et la moyenne, mais il vous demande de faire le calcul en utilisant un tableau. Alors,
la consigne était calculer la moyenne et utiliser la moyenne bien sûr et l'écart type en utilisant un tableau. Alors, critères de réussite. Par le biais d'un tableau d'application, on calcule x bar et sigma par l'application des formules mathématiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tableau d'application? C'est celui-là. Alors, vous réussirez si vous arrivez à réaliser le suivant. Le tableau d'application, c'est celui-là. Bien sûr, c'est quoi x bar? X bar, c'est fi xi qui divise grand N, c'est-à-dire l'ensemble des individus. Alors, dans une première colonne, vous allez mettre la moyenne des classes, c'est-à-dire les valeurs du variable, puisque c'est un paramètre ou bien c'est une variation continue, on va prendre la moyenne de la classe. Dans une deuxième colonne, vous allez mettre les effectifs de chaque classe. Bien sûr, on va les recopier à partir du tableau 2. Ensuite, on passe à fi, xi, on va faire la multiplication. Ensuite, après avoir calculé bien sûr la moyenne, c'est quoi la moyenne? C'est l'ensemble fi, xi, c'est-à-dire 10.246, qui divise la somme des individus, c'est-à-dire 133. Alors, après avoir fait ce calcul, on va passer à x bar moins xi, moins x bar, c'est-à-dire la valeur du variable, on va soustraire de cette valeur la moyenne arithmétique. Ensuite, on va faire le carré. Ensuite, on va multiplier ce carré en fi. Pour quelle raison? Pour obtenir ce total, qu'on va le diviser bien sûr sur la somme des effectifs afin de trouver la variance. Et ensuite, on va faire la racine carrée pour calculer l'écart type. Voilà, c'est-à-dire que dans l'examen national, il ne vous demande pas de faire le calcul sous forme dans une même formule, c'est-à-dire dans la calculatrice vous faites le total, non, il vous oblige, il vous exige de faire ce tableau. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fin de compte? Puisque x bar c'est l'ensemble ni, ou bien fi, la même chose, xi qui divise n, alors l'ensemble ni xi c'est 10.246 qui divise l'ensemble des individus, c'est 133, et j'ai trouvé 77,04. Et ensuite, l'écart type, c'est la racine carrée de l'ensemble de ni fois xi moins x bar au carré, c'est-à-dire la racine carrée de 3168,81, divisé par 133, bien sûr, le tout, la racine carrée de tout, et j'ai trouvé 4,88. Voilà. Voilà, c'est ça le calcul demandé. Je passe. La troisième question, c'était comparer les paramètres statistiques x bar et sigma des deux populations. Alors pour la population P1, x bar et sigma, c'était donné dans la première figure, c'était déjà calculé. Mais pour la génération ou bien la population P2, on a calculé ces deux paramètres tout à l'heure. Comment déduisez-vous à propos de l'efficacité de la sélection artificielle? C'est-à-dire vous allez trancher, est-ce que la sélection était efficace ou non, et qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Alors, voilà, pour la consigne, il vous demande de comparer les paramètres des deux populations. La population P1, ses paramètres étaient donnés dans la figure. La population P2, ses paramètres ont été calculés par vous-même. Voilà, comment déduisez-vous à propos de l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que c'était efficace ou non? Alors, quelques consignes et quelques critères. Déterminer la différence et éventuellement les points communs. Est-ce qu'ils ont par exemple la même distribution? On va voir ça. Entre la distribution de la population mère d'origine P1 et la sous-population fille P2, issue de la sélection artificielle, et discuter l'efficacité de cette dernière. Alors, primo, vous regardez que la moyenne de la génération P2, elle est nettement grande en comparaison avec la moyenne de x bar, la moyenne pardon de P1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a amélioré la longueur de la corolle. Je vous ai dit dans l'introduction de l'exercice que la corolle la plus longue, c'est plus demandé dans le marché. C'est-à-dire que lorsqu'on a fait la sélection, on a amélioré la longueur. Regardez maintenant l'écart type. On a dit que l'écart type, ça traduit la distribution des valeurs. Regardez que l'écart type de la population d'origine était très grand, on a déjà dit ça, mais pour la génération, bien la population fille, c'est très petit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les valeurs sont très rapprochées de la moyenne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop dispersés. C'est-à-dire que quand même l'homogénéité, on a aussi
travaillé ou bien on a aussi amélioré l'homogénéité. Ça, d'une autre part. D'autre part, on va dire que la sélection était très efficace. Pourquoi? Parce qu'on a obtenu une génération ou bien une population P2 totalement différente de la population P1. Regardez, il n'y a plus un point commun entre eux. Et parce qu'on a amélioré, grâce à la sélection artificielle, qu'on a amélioré le caractère étudié, c'est-à-dire la longueur de la couronne. Alors, ça traduit aussi que la génération P1 n'est pas d'une race pure. Ok? On continue. Alors, vous réussirez si vous arrivez à dire la moyenne arithmétique de la population phi P2 est supérieure à celle de la population P1, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'écart type de la population P2 est inférieur à celui de la population mère P1. Regardez, l'écart type de P2 est inférieur par rapport à celui de P1. La sélection effectuée est efficace, voilà, car chez la population P2, la longueur du tube de la corolle s'est améliorée, c'est-à-dire on a trouvé ou bien on s'est arrivé à cultiver ou bien à avoir des plantes qui ont une corolle assez longue. Et la dispersion de la population a diminué, c'est-à-dire que l'écart type est plus ou moins petit. Les valeurs ne sont plus trop dispersées autour de la moyenne. Voilà. Voilà, notre vidéo et notre séance touchent sa fin. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous souhaite une très bonne chance et un très bon courage durant vos examens et à la prochaine et à très bientôt.